Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Ibrahima Nour Edine Diagne. Il est le président sortant de African Institute Performance, en même temps directeur de Gaïndé 2000. Monsieur Diagne, merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelque temps, le gouvernement français travaille sur une nouvelle loi sur l'immigration. Mais derrière cette loi, beaucoup voient aujourd'hui une volonté des gouvernements occidentaux de plus en plus de venir chercher des cerveaux en Afrique. Cette situation se pose au Sénégal et pour les pays pauvres. Quelles sont les solutions et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter une évasion des esprits ou bien des cerveaux africains en Europe? Merci beaucoup Alassane de l'invitation. D'abord, c'est un problème qui est né d'une situation favorable. Ça veut dire que nous avons été capables de produire des compétences qui ont une capacité à pouvoir se mouvoir un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un phénomène peut-être assez nouveau en France, mais assez ancien dans certains pays comme le Canada. C'est que ces pays ont tendance à faire ce qu'on appelle l'immigration choisie. Ça veut dire à refuser dans leurs frontières les personnes qui n'ont pas de compétences et qui veulent aller chez eux, et à accepter à l'intérieur de leurs frontières les personnes qui ont des compétences qui sont à la fois utiles dans nos pays pour leur construction, mais également utiles à leur pays pour leur construction. Donc on est dans un phénomène où il y a deux niveaux d'intervention. D'abord, pour un pays comme le Sénégal, nous produisons des compétences. Certaines sont très prisées sur le marché international, comme sur le marché domestique. D'autres ont vocation à servir sur le marché domestique et sont souvent dans des secteurs qui sont saturés. Alors, qu'est-ce qu'un pays comme le Sénégal peut faire aujourd'hui pour produire des talents, exporter ce qu'il a en surplus et conserver ce qu'il a en déficit? Ça demande une approche stratégique à mon sens. Nous formons aujourd'hui beaucoup de personnes sur des connaissances, j'allais dire, plus que sur des compétences. Et c'est une tradition d'enseignement qui a plus de 40 ans, 50 ans. Il y a des métiers aujourd'hui qui ne trouvent pas leur intitulé dans nos curricula, dans nos universités. Et donc, il faudrait se dire que si on veut créer de la valeur ajoutée, parce que ces gens-là, on en produit et on aimerait les exporter, il faudrait peut-être mettre en place des cursus de nivellement. Ça veut dire que la personne fait des enseignements en histoire, en lettres. Il faut qu'il y ait une forme de certification, que la personne puisse poursuivre, ou même comptable ou commercial, parce que vous savez, là, on en produit vraiment beaucoup, que les personnes puissent faire des certifications sur des domaines pointus qui sont à la fois nécessaires pour la construction économique et aussi demandés sur le plan national. À ce moment-là, ce sera plutôt une situation favorable de voir des Sénégalais qui peuvent émerger à l'international, faire rayonner le savoir-faire sénégalais, mais aussi c'est des gens qui sont attachés au Sénégal et qui à tout moment feront un retour à la fois économique mais également sur le plan impact au Sénégal. Oui, avec la Covid, on a constaté que de plus en plus le corps médical est sollicité. En France, par exemple, c'est ouvert pour que les médecins, les infirmières sénégalaises, les infirmiers sénégalais aillent travailler en France parce que la France a constaté qu'avec cette pandémie, qu'il y avait un déficit de personnel. Alors que nous en avons besoin de nos médecins et de nos infirmiers. Oui, et je prendrai un exemple en parallèle avant de revenir sur la médecine en particulier. Vous savez, il y avait la même pression sur les pilotes. Et une compagnie comme Ethiopian Airlines avait mis en place un dispositif qui faisait que des pilotes éthiopiens ne pouvaient pas être débauchés par des compagnies internationales, sinon il n'y aurait plus de pilotes éthiopiens. Et ce n'est pas pour rien que la compagnie éthiopienne est l'une des plus rayonnantes en Afrique. Revenant sur le domaine médical, ce n'est pas la seule mesure que la France a prise, mais elle est en train de remettre en cause le cycle long de formation de la médecine qui se justifiait avant, parce que c'était un sujet quand même très pointu. Mais aujourd'hui, avec l'accès à la connaissance et surtout l'accélération de la production, ne plus être dans un cycle de 7 ans. Alors, je pense que le pays le plus affecté par cette débauche, c'est le Bénin, parce qu'il se dit qu'à un moment, il y avait plus de médecins béninois
en France qu'au Bénin. Et le Sénégal entre dans le même dispositif. Donc nous devons avoir des dispositifs de rétention des talents. Et ça, c'est un travail que le gouvernement doit construire, pas seulement pour les médecins, mais pour toutes les professions critiques. Et ce système de rétention, c'est que depuis les ajustements structurels, on était arrivé à un moment où on pense que lorsqu'on sert l'administration publique, on est nécessairement un nécessiteux. Et ça fait que, aussi bien dans l'enseignement que dans certaines professions, on avait des niveaux de rémunération qui n'étaient pas compétitifs par rapport au secteur privé, au Sénégal même, à plus forte raison par rapport à l'international. Et donc, ce nivellement par le bas, je pense que nous devons en sortir. Nous devons rémunérer les professions de façon honorable, comme c'est le cas si c'était dans d'autres pays. Après, ça coûtera cher. Et c'est là où il faut mettre en place des mécanismes justement de régulation pour pouvoir contribuer au coût. Plutôt que d'avoir un médecin qui est mal payé, autant bien payer le médecin et qu'il reste, et puis avoir des mécanismes de subvention qui sont efficaces pour faire en sorte que les nécessiteux puissent avoir accès aux meilleurs soins. Donc c'est un travail qui n'est pas très facile, parce que ça demande une analyse et puis surtout des hypothèses. Mais à terme, si on ne fait rien, les meilleurs que nous aurons formés dans tous les domaines iront chercher de meilleures conditions sociales et économiques. Dans le digital aussi, c'est le même phénomène avec la Covid. C'est même aggravé. aggravé. Des jeunes qui sont talentueux, qui quittent le Sénégal, qui vont ailleurs travailler, alors qu'ils auraient pu servir davantage le pays. Mais il n'y a pas de rémunération, comme vous le dites, assez attrayante pour retenir les gosses. Alors que le Sénégal, quand même, a des moyens peut-être de retenir les gens. Si l'État arrive à faire ce qu'on appelle l'économie dans certains domaines. Exactement. Je pense que vous savez, dans beaucoup de domaines, l'expatriation est souvent un sacrifice. Bon, au début, ça paraît toujours plaisant, mais après 1 an ou 2 ans, les personnes ont toujours le mal du pays. Ça veut dire qu'à la moitié d'un salaire, la plupart des gens ne seraient pas partis. Mais aujourd'hui, il faut se dire que dans le numérique, la pression, elle est universelle. Parce que le monde, depuis Covid, il est devenu digital. Donc nous produisons des talents digitaux et ces talents digitaux, forcément, vont être aspirés par le monde. Ce n'est pas seulement la France, ce n'est pas seulement l'Occident, c'est le monde de façon générale. Et même pour être un peu ironique sur la question, il y a aujourd'hui des firmes qui nous achètent des Sénégalais en termes de compétences pour les revendre au Sénégal 3 fois ou 2 fois leur prix. Ça veut dire qu'on n'a pas une politique également cohérente en matière d'achat, si je peux m'exprimer ainsi. Si une entreprise, une organisation ou une administration sénégalaise peut se permettre de payer 3 fois un Sénégalais parce qu'il lui est vendu par un étranger et non pas parce que cette personne est vendue par une entreprise sénégalaise, ça repose aussi le problème de notre responsabilité. Donc, il y a un problème de cohérence, de stratégie dans le pays et même de savoir comment utiliser les ressources humaines du pays, c'est ça? Exactement. Ça se pose vraiment en ces termes-là. Aujourd'hui, nous ne savons pas valoriser nos ressources humaines. Et ça, c'est un travail qu'il sera nécessaire de faire parce que la ressource humaine, du moins, c'est la clé de voûte en fait de toute construction. Donc je pense que nous avons un travail important à faire sur le plan digital. C'est très important, nous perdons beaucoup de talents, nous en produisons pas assez, nous en perdons beaucoup et cela va concourir à des services qui vont nous être vendus, qui vont être fabriqués par des Sénégalais, mais qui vont nous être vendus par des entreprises étrangères au prix fort, alors que nous aurions pu nous-mêmes créer les conditions pour que ces métiers puissent éclore et s'épanouir à l'intérieur de nos frontières. Dans le domaine de gazier pétrolier, on dit que le Sénégal va de gazier pétrolier, on voit de plus en plus des étrangers venir s'installer, on voit des Chinois, des Pakistanais, des Nigérians, des Coréens même venir s'installer au Sénégal, alors qu'il n'y a pas une formation sur la chaîne de valeur. Des jeunes Sénégalais qui pourront demain être dans ces métiers importants. Oui, je pense que nous sommes au début d'une industrie et que donc bien entendu nous n'avons pas tous les leviers pour être capables de produire ces ouvriers, mais ça ouvre la porte justement à dire qu'aujourd'hui, on peut former des compétences sur des besoins qui ne sont pas nationaux. On peut former des compétences très avancées sur des besoins qui sont internationaux, parce que la preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand on commence à être un pays gazier et pétrolier, nous sommes tenus d'importer des compétences qui viennent d'ailleurs. Donc je pense que le problème de l'emploi au Sénégal, parce que je repars de ça, c'est un problème où il faut trouver la bonne adéquation, non pas seulement entre les besoins des entreprises et les instituts de formation,
mais il faut voir global. Si le monde a besoin de personnes qui fabriquent, je ne sais pas moi, des objets que nous n'utilisons pas, on peut quand même former les gens dessus. Par exemple, ce qui est relatif aujourd'hui aux animations 3D, sur lesquelles la plupart des métiers font de la formation. En médecine, aujourd'hui, on fait beaucoup de simulations sur des conceptions 3D. C'est des choses, même si nous n'avons pas la capacité de les utiliser, mais nous pouvons former des gens pour pouvoir justement leur trouver des débouchés à l'international. Donc, ce n'est pas seulement de dire qu'on doit former ce dont nos entreprises ont besoin, ça, il faut le faire, mais on doit former également sur des questions sur lesquelles le monde nous attend, parce que c'est dans cette ouverture de compétences dans laquelle nous sommes. Ça demande une réforme en profondeur des curricula, des formations Exactement. Dans les écoles, dans les universités. Exactement. Parce qu'on forme depuis plus de 60 ans de la même façon. Il y a plus de littéraires que de scientifiques. Alors qu'on a vu que des pays comme la Corée du Sud, qui ont mis beaucoup l'accent dans l'éducation, qui ont permis aujourd'hui à ces pays d'être très performants. Oui, et en plus qu'on vit des mutations aujourd'hui, vous savez, on a deux défis. Le premier défi, c'est l'accélération du cycle économique. Nous avons un cycle économique qui est très lent. Nous avons une administration qui doit être améliorée. Parce que vous savez, 2-3 jours pour une administration, c'est peut-être pas important, mais 2-3 jours pour une entreprise, c'est critique. Donc notre cycle économique, il est lent, et c'est parce qu'il est lent qu'il ne génère pas assez d'opportunités ou de potentiel. Si on accélérait par 2 le cycle économique, on générerait de façon exponentielle des opportunités d'emploi. La deuxième chose, c'est que réformer les curricula, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on sera toujours en retard. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où l'accélération de la technologie et son impact dans aussi bien la gouvernance publique que dans la gouvernance des entreprises n'est pas rattrapable. Par contre, ce sur quoi il faut plancher, c'est des cursus de nivellement. C'est-à-dire, quel que soit le niveau de formation que vous avez fait, en 6 mois, en 1 an, on peut vous niveler avec un niveau de compétence vous permettant de pouvoir aussi bien vous mouvoir dans l'économie nationale que dans l'économie internationale. Et cela peut être orchestré par une agence dont la vocation serait justement de mesurer le niveau qui manque aujourd'hui en termes de compétences, pas seulement sur le domestique, mais sur le régional et également sur l'international. Et ça, c'est un plaidoyer que pendant plusieurs années, j'ai essayé de porter parce que je vois que l'accélération avec le digital de l'économie globale n'est pas compatible avec notre capacité de réforme. Et ça va nous mettre toujours en retard. Mais quel rôle peut jouer la diaspora sénégalaise dans ça? Quand on voyage à travers le monde, on voit les Sénégalais dans les plus hautes sphères du monde, dans des métiers à haute valeur ajoutée. Un Sénégalais comme Raphaël Diouf, par exemple, qui travaille en Californie, c'est lui qui valide tout ce qui est Alcatel, Nokia, d'autres dans des banques, d'autres dans des secteurs extrêmement pointus. Quel est le rôle que la diaspora peut jouer dans la formation et surtout l'apport dans le développement du pays? Je pense que la diaspora, on ne lui fait pas jouer la plénitude du potentiel qu'elle peut apporter à la construction nationale. Souvent, elle est résumée à l'apport économique à travers les transferts, mais on ne mesure pas à quel point, d'abord, le schéma mental de ces personnes, parce qu'elles ont vécu dans des pays qui sont développés, et donc qui ont des normes et des pratiques qui concourent au développement, et on ne le valorise pas. Je ne pense pas, peut-être que ça existe, mais je ne pense pas qu'on ait un recensement du potentiel de la diaspora au-delà de l'aspect économique. Deuxièmement, c'est que la diaspora elle-même ne sait pas comment se projeter parce que le pays n'a pas un canal d'absorption de ce que la diaspora veut apporter. Que ce soit le canal financier, parce que des fois, ils veulent être un opérateur financier. Pour investir. Voilà, pour investir. Que ce soit sur le plan intellectuel et que ce soit également sur le plan des relations, parce qu'ils sont établis dans des pays ou dans des régions ou dans des entreprises où ils peuvent créer ces passerelles. Et quand ils viennent au Sénégal, il n'y a pas une seule porte d'entrée. Vous allez faire 20 rendez-vous, vous allez avoir 20 promesses et aucune d'entre elles n'aboutira parce qu'il n'y a pas un levier de suivi. Si vous n'avez pas un relationnel particulier avec une personne, il est très difficile de pouvoir construire quelque chose. Donc, il appartient également au Sénégal de pouvoir créer le canal qui permet à la diaspora de jouer à la fois son rôle économique, son rôle financier et également son rôle intellectuel avec de la collaboration et la coopération. Pourtant, Abdoulaye Wade, quand il est venu au pouvoir, il a essayé de lancer un appel à la diaspora, d'essayer de faire revenir certains Sénégalais pour travailler ici, mais au bout de quelques temps, la plupart d'entre eux sont retournés parce que
certainement eu des déceptions dans le cadre du travail, ou bien le niveau de vie, ou bien même le côté social dans ce pays-là aussi les empêche d'évoluer, de s'épanouir. Mais vous savez, c'est important d'avoir des mécanismes. Parce que quand on fait des actions ponctuelles, elles s'effritent naturellement avec le temps. Mais si on a des mécanismes, aujourd'hui, un Sénégalais de retour peut avoir un statut particulier. Ce n'est pas qu'il ait plus de valeur qu'un Sénégalais qui n'est pas parti. Mais c'est que lui, le contexte qui va susciter son retour est différent de celui qui est ici. Et il faut toujours voir qu'est-ce qu'on a à gagner à pouvoir favoriser le retour de ces personnes. Pendant les 10, 15 à 20 ans où ces personnes sont à l'étranger, elles se sont construites une réputation. Elles ont quand même un niveau de vie qui fait qu'elles peuvent venir au Sénégal et apporter leur concours. Mais il faut un mécanisme. Je pense qu'on a souvent imaginé des choses pour la diaspora, mais on les imagine soit de façon dispersée, soit de façon non intégrée. Et aujourd'hui, la réalité voudrait, parce qu'on a une diaspora importante, qu'on réfléchisse de façon coordonnée, centralisée. Il faut en fait qu'on soit opportuniste avec notre potentiel. C'est ça qui est important. Il y a eu des pays qui l'ont réussi comme l'Inde, comme aujourd'hui la Chine, comme le Japon, qui ont eu l'apport de la diaspora qui est extrêmement important dans la constitution de leur pays. Si vous allez aujourd'hui peut-être à la Silicon Valley, aux États-Unis, la plupart des ingénieurs, c'est d'origine indienne. À 100%. Et ces pays-là l'ont réussi pour deux raisons. Déjà, peut-être que leurs pays ont mis des stratégies, je n'ai pas étudié cela, mais aussi il y a une question culturelle. Quand vous voyez ces pays, quand vous voyez les ressortissants de ces pays, ils fonctionnent en communauté et ils ont toujours dans l'esprit de pouvoir retourner et de valoriser chez eux. Alors les mécanismes qu'ils ont dû mettre en place pour caporaliser cela, c'est important, mais aussi c'est des gens brillants. Vous savez, dans les universités, quand vous allez dans les grandes universités, sur les sciences, les Indiens en particulier rayonnent. Je ne sais pas si c'est en raison de leur nombre important ou si qu'ils ont des prédispositions naturelles avec les sciences, mais c'est des personnes quand même qui brillent par rapport à cela. Donc nous, on n'arrive pas à le réussir parce qu'on n'a pas de mécanisme. Et sur le plan culturel aussi, je ne sais pas si nous sommes organisés pour être autre chose que des citoyens qui vivent pour leur propre compte. Il nous manque quand même, en tant que Sénégalais, une approche solidaire. Parce que moi, je vois que la plupart des échecs sénégalais sont portés par des Sénégalais. Et la plupart des réussites sénégalaises sont souvent portées par des non-sénégalais. Et j'aurais pu dire la même chose pour les Africains de façon générale. Donc il y a une révolution culturelle qu'il nous faut faire pour savoir que la réussite, elle doit être soutenue par la première base. Et la première base, c'est la base culturelle, la base sociale du pays. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on dise au Sénégal c'est un pays de solidarité, c'est un pays d'entraide, mais qu'on n'arrive pas à l'extérieur, que les Sénégalais puissent se réunir autour d'un idéal, autour d'un projet bien précis, que la diaspora puisse elle-même prendre en charge ces questions d'éducation qui sont importantes pour faire la différence? Je pense que dans notre culture, une des principales tares, c'est la confiance. Nous faisons semblant d'avoir confiance, mais en réalité, nous n'avons pas confiance les uns envers les autres. Et c'est ça qui traduit cette méfiance, et c'est cette méfiance qui traduit donc le fait qu'on ne mette pas toute l'énergie qu'il faut pour porter des réussites. Moi, dans la situation dans laquelle je suis, vis-à-vis des jeunes, c'est vraiment mon credo. Mon credo, c'est de dire il faut apporter le maximum d'idées, de relations, de tout ce qu'il faut pour qu'un jeune puisse réussir. Parce qu'il ne faut pas que ces jeunes grandissent avec l'idée que nous sommes dans un pays qui sait fabriquer que des échecs et qui ne sait pas fabriquer des réussites. Et donc, j'espère que si plusieurs personnes agissent de la même manière, on arrivera à inculquer au sein de la nouvelle génération que 1 plus 1, ça fait 3, ça ne fait pas 2, et qu'entre Sénégalais, on doit s'aider. Ensuite, entre Africains, on doit s'aider. Et après, on est dans le concert des nations. Mais si entre nous-mêmes, nous avons des réserves, des méfiances, nous allons simplement gérer le statu quo et la dégradation de notre potentiel. Mais quel est le rôle que l'État doit jouer justement dans cette confiance accordée aux jeunes, à les booster, à les faire avancer, et surtout la famille? Les gens estiment qu'aujourd'hui la famille au Sénégal aussi pose problème, parce qu'au sein de la famille, les valeurs qu'on inculque aux jeunes ne sont plus là. Alors là, c'est une question très complexe. D'abord, parlons de l'État pour pouvoir promouvoir la jeunesse, le succès. L'État a mis en place beaucoup de mécanismes. Il lui manque peut-être juste la mise en cohérence parce qu'il y a trop de guichets aujourd'hui qui sont disponibles pour appuyer les jeunes dans l'entrepreneuriat ou dans toute autre chose. Et ces guichets ne sont pas concordants entre eux. Donc l'État a surtout un exercice
de cohérence à faire. Ensuite, il y a du volontarisme. L'État doit soutenir des entreprises pour les faire exploser et en faire des géants nationaux et des géants continentaux et des géants internationaux. L'État a les moyens. Je prends toujours l'exemple du TER lorsqu'il a été mis en œuvre. Je peux dire que c'est le Sénégal qui a sauvé le groupe Alstom parce que l'image que j'en ai vue, en tout cas par la presse, c'est que c'est la commande du Sénégal qui a fait que Alstom, qui était en voie d'être liquidé, a pu survivre. Et donc ça veut dire que si l'État peut faire survivre une très grosse entreprise française à travers une commande, mais combien de petites et moyennes entreprises sénégalaises l'État peut faire survivre en les intégrant de façon volontaire dans la commande publique? Alors moi je suis contre les statistiques, hein. On dit on a fait 1000 et des 1000 jeunes, parce qu'on ne sait pas c'est quels 1000 jeunes. Moi je ne veux pas qu'on ait 1000 jeunes, je veux qu'on ait 1000 entrepreneurs, parce que c'est les 1000 entrepreneurs qui vont créer de l'emploi, qui vont générer un nouveau cycle économique. Mais si on est 1000 jeunes qui sont des consommateurs, il n'y a pas de cycle économique qui est créé et donc il n'y a aucune valeur ajoutée permanente sur l'emploi. Donc il est important qu'on soit cohérent dans nos démarches et on n'a même pas le choix. Et le rôle de la famille dans tout ça? La famille, c'est l'autre sujet. Elle est d'abord absente parce qu'elle est absorbée par les nécessités de la vie qui sont devenues de plus en plus compliquées. Aujourd'hui, vous savez que en milieu urbain, en tout cas, une famille, c'est 2 conjoints qui travaillent. Et donc des enfants qui sont éduqués à l'école par des enseignants qui ont des problèmes et qui se laissent divertir par les réseaux sociaux et par tous ces moyens auxquels ils ont accès. Donc la famille aujourd'hui ne joue pas le rôle parce qu'elle n'a pas les moyens de jouer le rôle qu'elle jouait de notre temps, si je peux m'exprimer ainsi. Et comment elle doit aujourd'hui compenser cela? Parce que c'est important, c'est, je pense, en essayant d'inculquer aux jeunes des valeurs que malheureusement ça ne traduit pas, les faits divers de notre société ne traduisent pas les valeurs que nous voulons. Et les familles doivent impérativement être des personnes qui expliquent, parce qu'on ne peut pas empêcher à nos jeunes d'être exposés aux faits divers les plus grotesques qui s'accumulent au fil des actualités, mais on peut faire que les parents aient un rôle d'éducation et d'élevation pour dire que voyez-vous ce que je suis aujourd'hui, je le suis parce que je ne me suis pas laissé entraîner par tous les divertissements qui s'offraient à moi. Mais l'autre question qui plombe nos États, c'est l'endettement. C'était estimé que la dette a été mise en place pour piéger les pays africains à investir dans les infrastructures, à laisser de côté les secteurs les plus importants de la santé et de l'éducation, qui font qu'on passe notre temps à payer des dettes pour enrichir des sociétés étrangères. Avec les ajustements structurels, il y a des pays qui ont abandonné la construction stratégique de leur économie et qui sont finalement devenus des agences de consommation du système de financement international du développement. Et à ce moment-là, ça ne fait aucun sens. Aujourd'hui, on vous dit c'est l'éducation, demain on vous dit c'est les jeunes filles, après demain on vous dit c'est... Et puis tout ce qu'on vous dit, vous le mettez dans une assiette et vous dites vous prenez. Mais ce n'est pas cohérent pour vous. C'est cohérent pour le bailleur parce que lui, il a sa ligne, il a sa philosophie. Et donc, je pense que nos pays, aujourd'hui, ont le grand défi de construire ce que nous voulons pour nous, ce que notre société veut, et de pouvoir drainer les financements internationaux de façon très opportuniste à la faveur de notre volonté. Et ça, si on ne le fait pas, on continuera à être une agence de consommation des programmes qui se définissent à l'international. Parfois, il y a vraiment de bonnes idées, généreuses, mais une idée ne peut pas être généreuse au point de remplacer la volonté de celui qui la reçoit. Parce que les pays qui prêtent demandent à ce que l'entreprise fasse le travail, mais bien à la part des entreprises locales. Bien entendu. La conditionnalité, elle n'est pas seulement sur les mesures de gestion budgétaire, elle est également sur les entreprises. Parce qu'il suffit qu'on vous fasse, nous par exemple en tant qu'entreprise, combien de fois nous avons soumissionné sur des appels d'offres qui concernent le Sénégal, sur lesquels on nous demande d'avoir des références dans 3 pays au moins. Si dans notre propre pays, on n'a pas pu l'avoir parce qu'on vient de le faire, comment pourrions-nous l'avoir dans 3 pays? Donc ceux qui rédigent ces cahiers de charges ont sans doute en ligne de mire d'autres entreprises qui ne sont pas sur le continent. Parce que c'est toujours ça qu'il y a derrière. Et ça, c'est un combat que nous devons mener. Des fois, nous devons être capables de refuser des financements si nous pensons que les conditions d'octroi de ces financements-là ne sont pas à la faveur du développement de notre secteur privé. Et surtout, Alassane, j'aimerais insister, beaucoup de solutions aujourd'hui n'ont pas besoin de financement extérieur.
Nous avons la capacité avec la loi sur le partenariat public-privé de porter des sujets éminemment importants sans faire recours une seule fois au financement étranger et à l'expertise étrangère. Donc pour moi, c'est des modalités que nous devons choisir à notre convenance et que nous ne devons pas subir pensant que c'est la seule orientation. Ibrahim Nour Edine Diagne, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes le président sortant de l'African Institute Performance, que vous êtes le directeur de Gagné 2000. Nous parlons avec vous de cette fuite des cerveaux au Sénégal et en Afrique. De plus en plus, depuis la crise de la Covid, on constate l'accentuation des Sénégalais et des Africains qui partent à l'étranger dans le domaine de la médecine, du digital, et surtout quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour non seulement rémunérer correctement les Sénégalais qui puissent rester ici, travailler pour le développement du pays. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Thank you.